Voilà. Comme je vous ai dit, bienvenue à la session d'information pour le régime de retraite des employés non enseignants des organismes d'enseignement de la Nouvelle-Écosse. Je m'appelle Amanda Mercereau et je suis une analyste principale chez Morneau Shepell. Morneau Shepell est responsable de l'administration de votre régime de retraite. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que quand vous serez prêt pour prendre votre retraite, vous allez nous contacter. Et puis, on va préparer tous vos documents, vous envoyer ça, répondre à vos questions et tout ça. Faire ça en même temps, c'est c'est ça. Est-ce que tout le monde m'entend bien? non, Je vais intervenir. Ouais, Je vais vous faire un rappel à tout le monde, s'il vous plaît, éteignez vos micros. T'as pas eu de courriel, toi, pour ça? Est-ce que, excusez, il y a quelqu'un qui est au téléphone, votre micro est ouvert. Je pense que je peux faire... OK, donc je viens de mettre tout le monde sur mute. Vous avez quand même la capacité de vous enlever sur mute, d'allumer votre microphone durant la période des questions à la fin, il n'y a pas de problème, mais c'est juste, comme Bruce a mentionné, là, pour la qualité de la vidéo, de l'audio aujourd'hui. Donc, j'ai mis tout le monde sur mute. Je ne vais pas offusquer personne, mais je vais continuer avec la présentation. Je vais couper ma vidéo durant la présentation et puis je vous reviens durant la période des questions. Là. On va un petit peu, ça ne fonctionne pas. Donc, voici l'agenda de la présentation aujourd'hui. Donc, on va vous parler de votre régime de retraite du Bureau des services communs de l'éducation de la Nouvelle-Écosse. On va aussi parler d'autres sources de revenus de la retraite, par exemple les programmes du gouvernement. On va discuter un peu de comment planifier votre retraite. Et on vous invite à garder vos questions. Pour la fin, on aura une petite période de questions pour vous. Donc, on va commencer par parler de votre régime de retraite. Le régime de retraite des employés non enseignants des conseils scolaires de la Nouvelle-Écosse est un régime à rente déterminée, donc RD. Et ça, ce que ça veut dire avec ce type de régime-là, c'est que vos prestations de retraite ou votre pension mensuelle sont définies. Donc, la rente qui va être payable à la retraite est déterminée par une formule qui tient compte de vos années de service et de vos gains avant la retraite. Donc, cette formule-là se trouve normalement dans le texte du régime et c'est avec cette formule-là qu'on calcule votre pension à la retraite. Vous recevez une rente viagère. Viagère, ça veut dire tout simplement pour votre vie entière. Vous recevez une rente viagère calculée selon la formule du régime, donc payant pour le reste de votre vie. Et puis, si vous avez un conjoint, la rente pourrait être payable à votre conjoint suivant votre décès aussi. Donc, tout dépendamment de l'option que vous choisissez à la retraite. Donc, ici, on a quelques définitions. Donc, le MGAP, c'est le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension. Donc, ça, le MGAP, vous allez en entendre parler souvent dans le monde des pensions. Ça provient de l'Agence du revenu du Canada et c'est le maximum des gains utilisés qui sont calculés pour les cotisations et la pension du RPC ou du CPP en anglais, là, mais le régime de pension du Canada. C'est ajusté annuellement par la hausse des salaires moyens du secteur industriel canadien. Pour l'année 2020, le MGAP qui a été établi par l'Agence du revenu du Canada, c'est de 58 700. Et je vous ai mis le montant ici, ça vient d'être annoncé pour 2021. Le MGAP, ça va être 61 600. Vous allez comprendre plus tard d'où ça rentre en compte, ce montant-là. Donc, le MGAP moyen, ça va être la moyenne des 5 dernières années. Donc, ici, on a fait de 2016 à 2020, par exemple. Donc, la moyenne de ces MGAP-là, entre 2016 et 2020, c'était 56 440.
Ensuite, on a les meilleurs gains moyens. Ça, c'est tous des termes qu'on utilise là, dans votre régime de pension. Donc, le meilleur gain moyen, c'est le moyen des gains pendant les 5 meilleures années consécutives. Donc, normalement, ça donne que ce serait les 5 dernières années de votre carrière, par exemple. Mais si ce n'est pas le cas, on utilise les 5 meilleures années consécutives. Donc, c'est toutes 5 années de suite, mais on choisit les 5 meilleures années dans votre carrière pour les gains moyens dans le calcul qu'on fait pour votre pension. Ensuite, on a les années de service reconnues. C'est les années de service qu'on utilise dans le calcul de la pension. Et c'est les années pendant lesquelles vous avez été un participant actif cotisant au régime. Donc, vous payez des contributions, des cotisations au régime de pension. Les années de service reconnues excluent les périodes de mise en disponibilité et de congés non payés. Et c'est calculé au prorata si vous travaillez moins que les heures à temps plein anticipées. Donc, si par exemple, vous avez travaillé à 40 % en 2020, donc vous allez avoir 0,4 années de service reconnu en 2020. Si vous étiez, par exemple, en période de congé non payé, donc vous n'avez pas payé de cotisation de janvier à juin 2020, mais qu'après ça, quand vous êtes revenu, vous avez travaillé à temps plein de juin à décembre, alors là, vous auriez 0,5 années de service reconnu pour l'année 2020. Donc, c'est comme ça qu'on calcule les années de service reconnu. C'est vraiment les périodes pour lesquelles vous avez payé des cotisations. Donc, comment est calculée ma pension? Donc, votre pension pour les années de service avant le 1er janvier 2002, le calcul qu'on fait, c'est 1,5 % de vos meilleurs gains moyens multipliés par les années de service avant 2002. Donc, ça, ce que ça me dit, c'est qu'en 2002, il y a eu un changement de règles. Donc, ils ont changé la formule. Et puis, jusqu'en 2002, on calcule d'une certaine façon. Et après, vous voyez ensuite qu'il y a une façon différente de calculer pour les années qui sont après le 31 décembre 2001. Donc, pour les années après le 31 décembre 2001, on calcule ça à 1,5 % des meilleurs gains moyens jusqu'au MGAP moyen, multiplié par les années de service après 2001, plus un 2 % des meilleurs gains moyens qui sont au-delà du MGAP moyen, multiplié par les années de service après 2001. Donc, on va faire des petits exemples ici. Je sais que ça peut peut-être sembler un petit peu compliqué. Mais ici, on a un exemple de prestation de retraite pour François. Donc, les gains de François sont inférieurs au MGAP moyen. Il s'est inscrit au régime de retraite le 1er janvier 2000. Il s'est retiré le 31 décembre 2020. Il va se retirer. Et son âge à la retraite, il va avoir 60 ans quand il va se retirer. Donc, ici, lui, il n'a eu aucune interruption de service. Donc, il a 2 ans de service avant 2002 et puis il a 19 ans de service après 2001. Donc, on va calculer ça, les 2 ans, ça va être calculé d'une façon et les 19 ans, ça va être calculé de l'autre façon. Les meilleurs gains moyens pour François, c'était 30 000 $. Donc, c'est la moyenne des 5 meilleures années consécutives, comme on a vu. Et puis, le MGAP moyen, comme on a dit, entre 2016 et 2020, c'est 56 440. Donc, ça, c'est la moyenne des meilleurs gains à pension établis par le gouvernement. Là. Donc, ça, ce montant-là, c'est la même chose pour tout le monde. Donc, ici, on a le calcul pour François. Donc, ça rentre pour le service avant 2002. Ça va être 1,5 % fois ses meilleurs gains moyens, qui étaient 30 000 $, fois les 2 années de service qu'il avait avant 2002. Donc, pour sa période-là, il a accumulé 900 $ en pension. Ensuite, on va calculer combien il a accumulé pour la deuxième portion, donc la portion de service qui était après 2001. Donc, pour après 2001, il y a 2 formules. Comme on a dit, on calcule 1,5 % des meilleurs gains moyens jusqu'au MGAP moyen.
Et puis, c'est 2 des gains au-delà du MGAP. Dans ce cas-ci, on a dit que François, ses gains étaient inférieurs au MGAP. Donc, il y a juste un calcul. On va faire le 1,5. Donc, pour le service après 2001, c'est 1,5 fois les 30 000 fois les 19 années de service qu'il avait accumulés après 2001. Et ça fait 8 500 $. Donc, on additionne les deux, 9 400 $. On divise ça par 12 pour trouver la rente mensuelle. Donc, François va recevoir une pension à la retraite de 783 $ par mois, tout simplement. Et ça, c'est le montant avant toute réduction. Donc, s'il y a une réduction à appliquer là-dessus parce qu'il prend sa retraite un petit peu plus tôt que prévu, ça, ce sera calculé après. On va regarder ça un petit peu plus tard dans la présentation, là. Mais ça, c'est juste le calcul de base. On a un autre exemple ici. On a pris Lynn. C'est toutes des situations fictives ici. Donc, Lynn a des gains qui excèdent le MGAP moyen. Donc, on va faire le calcul là, un petit peu différent. Il va avoir les deux parties, donc jusqu'au MGAP et au-delà du MGAP. Donc, Lynn s'est inscrite au régime le 1er janvier 2000 et elle se retire le 31 décembre 2020 à l'âge de 60 ans. Donc, elle aussi avait 2 ans de service avant 2002 et 19 ans de service après 2001. Et Lynn, ses meilleurs gains moyens sont 60 000 $. Et on a établi que le MGAP moyen, c'était 56 440 de 2016 à 2020. Donc, vous voyez ici qu'elle a ses meilleurs gains moyens à Lynn sont supérieurs au MGAP moyen. Donc, c'est ça qui va faire que le calcul va être un petit peu différent. Donc, ici, on a le calcul. Donc, pour la rente pour avant 2002, c'est toujours la même chose avant 2002, c'est 1,5 fois les meilleurs gains moyens, fois les années de service avant 2002. Donc, elle avait deux ans de service. Donc, ça fait 1 800 $ de rente accumulée pour son service avant 2002. Ensuite, on va calculer pour le service après 2001. Donc, c'est celui-là qui est en deux parties. Donc, il y a un calcul à 1,5 % jusqu'au MGAP moyen, multiplié par les années de service après 2001. Donc, elle avait 19 ans de service. Donc, on fait 1,5 % fois le MGAP moyen qui était de 56 440 $ fois les 19 années de service et on a le 16 085 là. Et là, on va calculer la période excédent du MGAP moyen. Donc, elle avait ses gains moyens à elle étaient 3 560 $ de plus que le MGAP moyen. Donc, à ce moment-là, on va y additionner un 2 % multiplié par ce 3 560 $-là de plus, multiplié par les mêmes 19 années. Donc, ça lui donne 1 353 de plus. Donc, ici, on a la rente totale divisée par 12. Donc, Lynn va avoir une pension mensuelle de 1 453 $. Donc, on vous montre comment c'est calculé, mais c'est nous qui s'occupent de ça. Vous n'avez pas à vous inquiéter de ça, mais c'est juste pour vous donner une idée d'où les chiffres viennent. Et ces formules-là sont toutes dans le texte du régime. Vous pouvez trouver ça. Ce n'est pas nous qui avons inventé ça. Donc, c'est comme ça qu'on calcule votre rente mensuelle. Que dois-je cotiser au régime? Donc, comme on a dit, ça, c'était les calculs de votre rente. Donc, la rente, comme on a dit, pour votre régime, c'est une rente définie. Donc, dans le texte du régime, on a dit, bon, bien, Lynn, quand elle va se joindre au régime, quand elle va atteindre l'âge de la retraite, on va lui payer 1,5 % de ses meilleurs gains moyens multipliés par les années de service et ainsi de suite. Donc, ça, c'est tout défini. C'est tout fait. C'est déjà déterminé par le texte du régime. Donc, évidemment, le montant diffère dépendamment des années de service ou de vos gains moyens et tout ça. Mais la formule est déterminée d'avance. C'est dans le texte du régime. Mais là, il faut voir combien est-ce que chaque participant dans le régime doit cotiser au régime pour que le régime ait assez d'argent pour payer toutes ces rentes-là. Donc, les participants pour votre régime sont tenus de cotiser 8,5 % des gains jusqu'au MGAP.
Et ensuite, ils vont payer 11 des gains au-delà du MGAP. Donc, comme je vous ai dit plus tôt, le MGAP pour 2021, ça va être 61 600. Donc, en 2021, vous allez payer 8,5 de vos gains jusqu'aux 61 600. Et si vos gains sont supérieurs à ce 61 000-là, à ce moment-là, l'excédent va être payé à 11 les cotisations. Et l'employeur cotise un pourcentage égal. Donc, tout est matché ici. L'employé cotise, l'employeur cotise la même chose. Et ici, vous pouvez faire des cotisations volontaires supplémentaires. Mais ça n'entraîne pas de cotisation de l'employeur. Donc, ça, c'est l'employé, ce serait volontaire pour l'employé de faire ces cotisations supplémentaires-là. Mais l'employeur, à ce moment-là, ne matcherait pas ces cotisations volontaires supplémentaires-là. Donc, un exemple de cotisation volontaire serait, par exemple, un transfert de fonds provenant d'un régime de retraite d'un ancien employeur. Donc, vous avez travaillé quelque part avant, vous aviez un régime de retraite là-bas, vous venez travailler ici et vous voulez transférer vos argents du régime que vous aviez avant au régime ici. Donc, à ce moment-là, le régime ici l'autorise. Mais évidemment, l'employeur ne va pas matcher ces cotisations-là. Là. Ça va être juste un transfert. Donc, quand puis-je recevoir ma pension de retraite? Donc, la date normale de retraite, donc le NRD, c'est 60 ans pour votre régime. Donc, quand vous attendez à l'âge de 60 ans pour prendre votre pension mensuelle, il n'y aura pas de réduction à la pension. Donc, c'est cet âge-là qui est prévu. Donc, vous n'êtes pas obligé de commencer à cet âge-là, mais c'est la date normale de retraite. Et ça, c'est typiquement, ces types de régimes-là auraient une définition de la date normale. C'est toujours aux alentours de 60-65 ans. Donc, ici, la date normale, c'est 60 ans pour votre régime. Et vous avez aussi la date de retraite différée. Ça veut dire si vous attendez avant de prendre votre pension, vous ne voulez pas prendre votre pension à l'âge de 60 ans. Donc, la retraite après la date normale de retraite, vous continuez à accumuler la rente si vous continuez à travailler après l'âge de 60 ans. Votre pension doit commencer dans l'année où le participant atteint l'âge de 71 ans. Et donc, ça, c'est une loi. Ce n'est pas juste pour votre pension à vous, c'est toutes les pensions. Après l'âge de 71 ans, il faut commencer à collecter vos pensions. Vous ne pouvez pas continuer d'accumuler pour la retraite là, à ce moment-là. Donc, ici, ça dit le participant peut continuer à travailler après l'âge de 71 ans, mais vous ne pouvez pas cotiser et il faut commencer à recevoir la rente au plus tard le 1er décembre de l'année dans laquelle vous atteignez l'âge de 71 ans. Donc, ça ne dit pas qu'il faut arrêter de travailler, mais vous ne pouvez plus économiser pour la retraite à ce moment-là. Et si vous avez des épargnes retraite, des régimes de retraite qui vous doivent des sous, à ce moment-là, il faut commencer à collecter la pension mensuelle. Mais vous pouvez continuer de travailler, ça, il n'y a pas de problème. Donc ici, on a la date de retraite anticipée. Et ça, ce que ça veut dire, c'est si vous choisissez de prendre votre retraite plus tôt que l'âge de 60 ans. Donc, au plus tôt, à l'âge de 50 ans, c'est le plus tôt l'âge le plus tôt à laquelle vous pouvez commencer à prendre votre pension. Donc, avant l'âge de 50 ans, vous n'aurez pas droit à une pension mensuelle à ce moment-là. On va regarder plus tard, là, ça va être quoi vos options si vous quittez avant l'âge de 50 ans. Mais l'âge de 50 ans, c'est l'âge minimum à laquelle vous pouvez commencer votre rente mensuelle, là, votre pension. Toutefois, comme on a dit, l'âge de retraite normal, c'était 60 ans. Donc, si vous choisissez de prendre votre retraite avant ça, il pourrait y avoir une réduction qui s'applique si la date anticipée sans réduction n'est pas atteinte. OK? Et la réduction va être de 0,5 % par mois, c'est-à-dire 6 % par année, mais c'est calculé par mois. Donc, si vous avez, si vous vous retirez 2 ans et 4 mois plus tôt, à ce moment-là, on va utiliser le 0,5 % par mois de la date d'éligibilité pour la retraite sans réduction. Donc, l'éligibilité pour la retraite sans réduction, on a dit que c'était 60 ans.
On a aussi, dans ce régime-là, la règle de 80. Donc, vous voyez ici, date de retraite anticipée sans réduction. C'est la date à laquelle le participant satisfait les conditions suivantes. Donc, vous êtes âgé d'au moins 55 ans. Et vous avez la règle de 80 qui dit que votre service continu plus votre âge à la retraite égale 80 au moins. Au moins 80, donc 80 et plus. Et à ce moment-là, il n'y aurait aucune réduction à la pension. Donc, vous pouvez vous retirer, comme on a dit, à l'âge de 60 ans. Aucune réduction à ce moment-là. Vous pouvez vous retirer à l'âge de 55 ans ou n'importe quand entre 55 et 60. Et si votre service continu et votre âge à la retraite égale au moins 80, à ce moment-là, il n'y aurait pas de réduction non plus. Donc, quand on calcule la réduction, on va regarder ces deux trucs-là, soit l'âge de 60 ou la règle de 80. Et c'est comme ça qu'on va déterminer combien de réductions s'appliquent. Quand est-ce que vous auriez atteint aucune réduction? Donc, c'est comme ça que c'est déterminé. On va regarder des exemples ici. Donc, on va regarder ici un exemple, Marie. Encore un cas fictif. Donc, Marie s'est inscrite au régime le 1er janvier 2006 et puis elle va se retirer le 31 décembre 2020. Donc, elle va avoir 55 ans à l'âge de retraite et elle va avoir 15 ans de service continu. Donc, ici, on voit que son âge plus son service continu égale 70. Donc, combien d'années avant qu'elle atteigne, ici on a mis 80 points, c'est la règle de 80, c'est la même chose, là on peut dire un ou l'autre. Donc, dans combien d'années elle va atteindre les 80 points? Donc, puisqu'elle arrête de travailler à ce moment-là avec 70 ans, à ce moment-là, ça va prendre un autre 10 ans avant que son âge plus son service de 15 ans qui arrête d'accumuler égale 80. Donc, elle a encore 10 ans avant d'atteindre la règle de 80 ou les 80 points. Et puis, si on regarde combien d'années avant qu'elle ait 60 ans, avant que son âge soit de 60 ans, ça, c'est les deux façons d'éviter une réduction. C'est d'attendre d'avoir la règle de 80 ou d'attendre d'avoir l'âge de 60 ans. Donc, comme elle a 55 ans à la retraite, il lui manque 5 ans avant d'avoir l'âge de 60. Donc, à ce moment-là, pour le calcul de la réduction, on va regarder c'est lequel qui va arriver le plus vite. Donc, elle va avoir 60 ans dans 5 ans. Donc, c'est le 5 ans qu'on va utiliser pour calculer la réduction à ce moment-là. Et elle n'a aucune interruption de service. Donc, elle s'est inscrite, comme on a dit, au régime au 1er janvier 2006. Donc, il n'y a aucun service avant 2002. Tout son service est après 2001. Elle a 15 ans de service. Ici, ses meilleurs gains moyens sont 45 000 et on a encore le MGAP moyen ici. Donc, on va aller faire le petit calcul. Donc, comme on a dit, il n'y a pas de service avant 2002, donc 0 $ pour la pension avant 2002. Pour la pension après, le service après 2001, donc c'est 1,5 % fois les 45 000 fois les 15 années de service. Et ensuite, on va regarder la réduction. Donc, la réduction, comme on a dit, c'est 6 % par année. Donc, il lui manque, comme on a dit, 5 ans avant d'avoir atteint l'âge de 60. Donc, on va faire 6 % fois les 5 ans qui lui manquent. Puis, ça va donner une réduction de 30 % sur sa pension. Donc, elle va accumuler une pension de 10 000 125. On va enlever une réduction de 3 038 $ et ça va lui faire une pension annuelle totale après la réduction de 7 087 $. Donc, une pension mensuelle de 590. Donc, c'est ça. On regarde soit quand est-ce que vous allez avoir la règle de 80 ou bien quand est-ce que vous allez avoir 60 ans. Et celui qui vient le plus rapidement, c'est celui-là qu'on utilise pour calculer la réduction. Donc, on réduit sur le chiffre le plus petit. Donc, on va regarder un autre exemple ici pour Jean. Donc, Jean s'est inscrit au régime le 1er janvier 1998. Il se retire en décembre.
il va avoir 55 ans et il va avoir 23 ans de service continu. Donc, on va regarder son âge plus son service continu. Donc, 55 plus 23, 78. Donc, il lui manque 2 ans avant d'atteindre la règle de 80 ou les 80 points. Mais comme elle a 55 ans, il lui manque 5 ans avant d'avoir l'âge de 60. Donc, à ce moment-là, ici, la réduction va être calculée sur les 2 ans qui lui manquent pour atteindre les 80 points. Donc, elle n'a aucune interruption de service. Elle a 4 ans de service avant 2002 et elle a 19 ans de service après 2001. Et ses meilleurs gains moyens sont 40 000 $. Donc, on va faire le petit calcul ici. Donc, on a la formule pour le service avant 2002, 1,5 % fois le 40 000 fois les 4 années de service qu'il y avait là, avant 2002. Et puis ensuite, on fait la formule pour le service, les 19 ans qu'il y avait après le 2001. Donc, 1,5 % fois le 40 000 des gains moyens fois les 19 ans de service. Et on additionne les deux pour avoir une pension annuelle totale avant la réduction de 13 800 $. Et ensuite, on a dit qu'il lui manquait 2 ans avant d'atteindre la règle de 80 ou les 80 points. Donc, on va calculer la réduction à 6 % fois 2 ans. Donc, ça va être une réduction de 12 % qui est égale à 1 656. Donc, on se ramasse avec une pension annuelle totale après la réduction de 12 144 $, ce qui veut dire, divisé par 12, là, une pension mensuelle de 1 012 $. Donc, c'est comme ça qu'on calcule la réduction. Maintenant, on va parler de comment est payée la pension à ce moment-là. Donc, il y a différents modes de versement pour la pension. Donc, pour un participant célibataire, la forme normale de la rente, c'est une rente viagère, donc une rente pour le reste de votre vie, avec une période de garantie de 5 ans. D'autres durées de période de garantie sont disponibles. Donc, vous avez droit aussi à une période de garantie de 10 ans ou de 15 ans, ou vous pouvez choisir une rente viagère sans période de garantie. Mais une période de garantie assure un certain nombre de versements en cas de décès. Donc, la période de garantie, 5 ans, 10 ans, 15 ans, ça, c'est juste en cas de votre décès. Donc, votre pension à vous est toujours payable pour le reste de votre vie. Ça n'arrêtera pas. La période de garantie, c'est pour si vous décédez. À ce moment-là, il y aurait une portion qui était garantie qui irait aux bénéficiaires. Et puis, donc, dépendamment de la période de garantie que vous choisissez, une période de garantie plus longue va coûter un petit peu plus cher. Donc, votre pension va peut-être être un petit peu réduite à ce moment-là. Donc, supposons que vous choisissez la période de garantie de 5 ans et vous vous retirez et puis 3 ans plus tard, vous décédez. À ce moment-là, vous aviez choisi la période de garantie de 5 ans. Donc, on vous garantit 5 ans de paiement mensuel pour la pension et il restait une période de 2 ans parce que vous avez décédé après 3 ans. Donc, cette période-là va être payée aux bénéficiaires à ce moment-là. Donc, ici, on a les modes de versement pour un participant qui a un conjoint. Donc, la forme normale de la rente pour un participant avec conjoint, c'est une rente réversible à 60 %. Les autres pourcentages de réversion qui sont disponibles sont 75 % et 100 %. Donc, encore là, ici, vous allez recevoir 100 % de votre pension pour la durée de votre vie. Et les pourcentages, là, ça, c'est si vous décédez. C'est la portion qui irait à votre conjoint si vous décédez avant eux, évidemment. Donc, si votre conjoint décède avant vous et que vous aviez choisi une de ces formes de pension-là avec un pourcentage pour le conjoint, à ce moment-là, quand vous allez décéder, la pension arrêtera à ce moment-là. Donc, il existe des formulaires pour que le conjoint renonce à son droit
à votre pension. Donc, quand vous allez vous retirer et vous allez regarder toutes vos options qui vous sont disponibles, vous pouvez discuter de ça avec votre conjoint, avec un comptable, avec qui que ce soit. Il existe un formulaire si votre conjoint veut renoncer à son droit à une pension conjointe là, en cas de décès. Mais ça, vous pouvez regarder tout ça là, quand vous allez recevoir vos documents de la pension. Là. Ça va tout être indiqué là-dedans. Donc, on regarde toujours comment la pension est payée. Donc, ici, on a un exemple de mode de versement pour un régime à rente déterminée, ce qui est votre régime à vous. Donc, disons une rente annuelle de 10 000 à 65 ans, donc 833 par mois. Donc, vous voyez ici les formes, comme on appelle ça, les formes normales. Si vous êtes célibataire, c'est la garantie 5 ans, donc 833 par mois. Maintenant, si vous choisissez la rente viagère sans période de garantie, à ce moment-là, vous allez recevoir un petit peu plus parce que vous ne demandez pas de période de garantie. Mais si vous choisissez une période de garantie plus longue que le 5 ans, à ce moment-là, ça vous coûte un petit peu plus cher. Là, donc, vous allez recevoir un petit peu moins pour votre rente mensuelle à vous. C'est la même chose si vous avez un conjoint. Donc, le 833 c'est la forme normale qu'on appelle. Donc, c'est la portion, c'est la forme avec 60 de réversion au conjoint en cas de décès. Et si vous choisissez que vous préférez que votre conjoint reçoive 75 ou 100 de votre pension à votre décès, à ce moment-là, ça va vous coûter un petit peu plus cher, là, comme vous pouvez voir. Vos pensions mensuelles à vous vont baisser un petit peu. Là. Donc, qu'advient-il si je quitte mon emploi avant la retraite? Donc, si vous terminez votre emploi avant l'âge de 50 ans, votre rente différée après l'âge de 50 ans, avec réduction si applicable, va être disponible. Donc, la rente différée, comme on a dit, c'est si vous voulez recevoir une pension mensuelle, mais vous n'avez pas le droit de recevoir ça tout de suite parce que vous n'avez pas 50 ans. Donc, vous laissez votre argent dans le régime jusqu'à temps que vous allez avoir droit à votre pension mensuelle. L'autre option que vous avez, c'est un transfert de la valeur actualisée de la pension, soit dans un compte de retraite immobilisé ou vous pouvez acheter une rente mensuelle chez une compagnie d'assurance ou vous pouvez transférer des fois vos fonds dans un autre régime de pension enregistré. Donc, si vous allez travailler quelque part d'autre et eux aussi, ils ont un régime de retraite, peut-être s'ils acceptent des transferts de fonds comme ça, vous aurez l'option à ce moment-là de transférer votre pension d'ici à celui de votre nouvel employeur. Et puis, quand on parle de la valeur actualisée de la pension, ce que ça veut dire, ça, c'est la valeur aujourd'hui de la promesse de pension qu'on vous a fait quand vous allez avoir 50 ans. Donc, si on dit qu'à 50 ans, 60 ans, vous allez avoir le droit à tel montant de pension si vous continuez à travailler, mais combien ça vaut ça aujourd'hui si vous arrêtez de travailler aujourd'hui? Donc, c'est ça qui est la valeur actualisée. Et ça, c'est calculé là, par des calculs par des actuaires avec toutes sortes de formules. Là. Donc, ici, on parle pour un participant sans conjoint ou conjoint de fait. Qu'est-ce qui va arriver si vous décédez avant la retraite? Donc, à ce moment-là, 100 de la valeur actualisée de la rente accumulée du membre va être payable aux bénéficiaires. Et ça va être payable en espèces et il va y avoir des impôts qui vont être retenus de ce montant-là. Là. Et pour un participant qui a un conjoint ou un conjoint de fait et qui décède avant la retraite, à ce moment-là, 100 de la valeur actualisée de la rente va être payable au conjoint. Et ça va être payable en espèces, moins la retenue d'impôt. Ou bien le conjoint a le droit de transférer ça dans un REER s'ils ont l'espace dans leur REER pour transférer ça. Ou ils peuvent choisir de recevoir ça comme une rente viagère aussi. Donc, ça, c'est des options que le conjoint ou conjoint de fait a, qu'un bénéficiaire d'un participant célibataire n'a pas ces options-là. Eux autres, il faut juste... La seule option qu'ils ont ici, c'est payable en espèces, moins les impôts.
Donc, c'est seulement un conjoint ou conjoint de fait à ce moment-là qui a le droit de transférer ça dans un REER ou de recevoir une rente viagère. Donc, qu'advient-il si je meurs après la retraite pour un participant avec un conjoint ou un conjoint de fait et des enfants admissibles? Donc, à ce moment-là, vous allez avoir 60 de la rente du membre qui va continuer au conjoint survivant pour le reste de leur vie. Et puis, ils doivent être le conjoint ou conjoint de fait qui a été nommé à la date de retraite. Donc, quand vous allez vous retirer, vous allez recevoir des papiers de retraite et vous allez choisir votre option de retraite. Supposons que vous choisissiez l'option avec 60 de réversion au conjoint en cas de décès. Bien, à ce moment-là, ça va être le conjoint que vous aviez au montant où vous avez choisi cette option-là à la retraite. Donc, si vous décédez avant votre conjoint, nous, on va regarder c'était qui le conjoint que vous aviez à la retraite et si c'est toujours ce même conjoint-là que vous avez là, pour cette option-là. Il y a aussi des versements supplémentaires aux enfants éligibles et c'est 10 de la rente mensuelle du participant pour chaque enfant jusqu'à un maximum de 4, payables tant qu'ils sont éligibles. Donc, on va voir un petit peu plus tard là, ce que ça veut dire un enfant éligible. Donc, pour un participant sans conjoint ou conjoint de fait, ni d'enfant éligible, les paiements garantis restants se versent aux bénéficiaires désignés ou à votre succession s'il n'y a pas de bénéficiaire au dossier. Et pour un participant sans conjoint, mais ayant des enfants éligibles, à ce moment-là, il y aurait 20 de la rente du participant qui continuera à chaque enfant jusqu'à un maximum de 4. Et ça va être seulement payé tant qu'ils sont éligibles. Donc, on va regarder les définitions ici. Les définitions pour les prestations de survivants, donc pour le conjoint. La définition de conjoint ici, ça signifie 2 personnes qui sont mariées l'un à l'autre ou bien qui sont mariées l'un à l'autre par un mariage qui est annulable et qui n'a pas été terminé légalement ou ont vécu une forme de mariage avec l'un l'autre de bonne foi qui est nulle et qui cohabitent ou ils ont cessé de cohabiter, ont cohabité au cours des 12 derniers mois ou sont des partenaires domestiques selon l'article 52 de la loi sur la statistique de l'État civil ou ne sont pas mariés l'un à l'autre, vivent ensemble dans une relation conjugale pendant au moins 3 ans si l'un d'eux est marié ou 1 an si aucun d'eux est marié. Donc, comme vous voyez, c'est un petit peu compliqué, toutes les conditions qu'il y a pour définir un conjoint dans le régime de pension. Donc, ce qui arrive dans plusieurs situations, c'est que quelqu'un décède et qu'il y a peut-être plusieurs personnes ou quand vous allez vous retirer, là, faire votre choix, il y a peut-être quelques personnes qui pourraient fitter dans cette définition-là, là, qui pourraient matcher ces définitions-là. Ça se peut que vous ayez plus qu'une personne. Donc, mettons, vous étiez marié, vous êtes séparés, ce n'est pas un divorce, il n'y a rien de légal, mais que là, vous cohabitez avec quelqu'un d'autre. Donc, des fois, ça devient un petit peu mélangeant de savoir c'est qui votre conjoint. Donc, c'est très important de vérifier qui vous avez indiqué comme conjoint à votre dossier de pension et de mettre à jour l'information dès que possible. Donc, si vous avez un conjoint au dossier, avant de vous retirer, assurez-vous que c'est le bon conjoint, qu'il n'y a pas de changement à la situation. S'il y a un changement à votre situation, à ce moment-là, peut-être vérifier quelle sorte de documents il faut fournir pour enlever le conjoint ou changer le conjoint et toutes ces choses-là. Là. Donc, c'est important de s'assurer que toute cette information-là est mise à jour. Donc, ici, on va regarder les enfants éligibles du participant de régime de retraite. Tout enfant naturel, enfant du conjoint ou enfant adopté d'un participant qui, au moment de la retraite, de la cessation d'emploi ou du décès du participant, est à la fois dépendant du participant pour le soutien et a moins de 18 ans ou entre 18 et 25 et est à l'école à temps plein ou tout âge, mais est dépendant sur le participant dû à une infirmité physique ou mentale, telle que l'enfant est incapable
être incapable d'exercer une activité lucrative substantielle sur une base régulière et est concerné comme dépendant à vie. Donc, les enfants éligibles doivent rencontrer ce critère-là pour avoir accès aux bénéfices qu'on a discutés tout à l'heure. Donc, pour les enfants éligibles, il faut fournir une copie du certificat de naissance de chaque enfant admissible. Si votre enfant répond à la définition d'enfant à charge, donc sous C ici, tout âge dépendamment sur le participant dû à une infirmité. S'ils répondent à cette définition-là, il y a un formulaire appelé « Attestation de dépendance due à l'infirmité mentale ou physique » qui doit être rempli par un médecin. Et ce formulaire peut être rempli à tout moment avant la retraite. Donc, si vous êtes dans cette situation-là, peut-être consulter votre médecin et obtenir tous ces formulaires-là avant que vous arriviez au moment de la retraite. Comme ça, ça va être déjà tout au dossier. Puis ça va prendre moins de temps là, quand vous allez vouloir vous retirer à tout régler ça puis mettre votre dossier à jour. Là. Donc, pour les bénéficiaires, si vous avez un conjoint à la date de votre décès, il ou elle est automatiquement votre bénéficiaire principal. Et ça, c'est la loi au Nouveau-Brunswick pour les régimes de pension. Donc, si vous avez un conjoint, c'est eux qui sont le bénéficiaire principal de votre pension. Donc, comme on a mentionné tout à l'heure, il y a des formulaires que le conjoint peut signer pour renoncer à ces droits-là par la loi en tant que conjoint. Mais sans ce formulaire-là, c'est le conjoint qui est bénéficiaire principal. Donc, on recommande, vous devriez également désigner un bénéficiaire subsidiaire. Donc, si jamais votre conjoint décède avant vous et avant que vous vous retirez, donc quand vous allez prendre votre retraite, à ce moment-là, il faudrait que le bénéficiaire soit au dossier, soit différent de votre conjoint. Donc, les bénéficiaires subsidiaires reçoivent seulement la prestation de décès si vous n'avez pas de conjoint admissible ni d'enfant éligible à la date de votre décès. Et sans conjoint ou enfant admissible à la date de votre décès, si vous n'avez pas désigné de bénéficiaire, à ce moment-là, la prestation de décès va se verser à votre succession. Donc, on n'a pas de bénéficiaire au dossier ou le bénéficiaire qu'on avait, c'était votre conjoint et votre conjoint est décédé. À ce moment-là, ça va aller à la succession s'il n'y a personne d'autre au dossier. Donc, souvent, on recommande que vous ayez votre conjoint mis à jour dans votre dossier, mais aussi que vous ayez un bénéficiaire subsidiaire. Là. Donc, le relevé annuel de retraite se distribue annuellement. Donc, vous devriez recevoir ça à chaque année. C'est un relevé qui contient les données utilisées pour calculer votre pension, donc vos années de service, et ainsi de suite. Ça contient les prestations accumulées à la fin de l'année, à chaque année, et la rente projetée aux âges de 60, 65 ans et 71 ans. Et ça indique vos cotisations que vous avez payées avec intérêt jusqu'à ce jour-là. Donc, c'est important quand vous recevez votre relevé annuel de bien vérifier toute l'information qu'il y a là, particulièrement votre conjoint, bénéficiaire et tout ça. Et avisez Morneau Chapelle s'il y a des erreurs sur le relevé ou si vous avez de l'information à mettre à jour. Là. Donc, lorsque vous allez décider de prendre la retraite, avisez votre supérieur ou département de ressources humaines par écrit environ 3 à 6 mois avant la date de retraite. Vous recevez un relevé de retraite et des formulaires provenant de Morneau Chapelle. Et les documents dont vous aurez besoin à ce moment-là pour commencer votre retraite, ça va être les certificats de naissance, le vôtre et celui de votre conjoint, le cas échéant, le certificat de mariage, le cas échéant, et un spécimen de chèque pour le dépôt direct pour les paiements mensuels. Donc, Manulife s'occupera de verser votre rente le 1er de chaque mois, suivant la réception de tous les documents requis. Et ici, on a inclus les coordonnées pour Morneau Chapelle. Donc, il y a un numéro sans frais ici et une adresse courriel. Donc, vous pouvez nous contacter à ces endroits-là là, à n'importe quel moment pour vos questions. Là.
Donc, on va regarder ici un petit peu les programmes qui sont parrainés par le gouvernement pour la retraite aussi, parce que votre régime employeur, ce ne sera pas nécessairement votre seul revenu à la retraite. Donc, d'autres sources de revenus à la retraite, c'est les régimes du gouvernement, comme on a dit. Donc, il y a le RPC, donc le régime de pension du Canada. Vous êtes peut-être plus familier avec le terme CPP, c'est tout dépendant. Et puis, ça, c'est assujetti aux impôts. C'est déterminé selon vos cotisations au régime. C'est indexé annuellement. Et c'est payable à 100 à l'âge de 65 ans. Donc, si vous décidez de commencer votre RPC d'avance, vous pouvez commencer ça dès l'âge de 60 ans. Mais à ce moment-là, il y a une réduction et c'est une réduction de 0,6 par mois si vous commencez entre 60 et 64 ans. Si toutefois vous décidez à 65 ans de ne pas commencer tout de suite, vous décidez d'attendre plus tard et là, vous avez jusqu'à l'âge de 71 ans pour commencer ça, à ce moment-là, il y a une augmentation de 0,7 par mois qui s'applique. Donc, si jamais vous travaillez encore ou quoi que ce soit et que ce n'est pas nécessaire de commencer ça tout de suite à l'âge de 65 ans, vous pouvez toujours attendre et ça continue d'augmenter. 0,7 par mois d'augmentation. Donc, la période de cotisation pour le RPC, ça commence à l'âge de 18 ans et c'est 17 de vos années de revenus. 17 de vos années de revenus les plus basses sont éliminées du calcul de votre rente et ça peut éliminer jusqu'à 8 ans à ce moment-là. Donc, les prestations que vous recevez du RPC sont déterminées par les années de cotisation dans le régime. Donc, si vous avez des années où vous n'avez pas cotisé, ça peut réduire vos prestations à ce moment-là. Donc, ici, on a la prestation mensuelle moyenne du RPC, c'était 710 $ et la prestation mensuelle maximum était de 1 176 $ pour le RPC à ce moment-là. Et ça, c'est l'information pour 2020. Pour les prestations après retraite du RPC, donc c'est assujetti aux impôts. C'est entre les âges de 60 et 65 ans, les cotisations au RPC sont obligatoires. Entre les âges de 65 et 70, l'employé a le choix de cotiser au RPC. Et après 70 ans, toute cotisation au RPC cesse. Vous pouvez continuer de travailler, comme on a dit tout à l'heure, mais vous ne pouvez plus cotiser au RPC à ce moment-là. Donc, les prestations après retraite du RPC, comme le nom indique, c'est les prestations que vous pouvez accumuler après la retraite du RPC. Donc, si vous commencez à recevoir vos prestations du RPC, mais vous continuez à travailler, vous continuez à accumuler les prestations du RPC à ce moment-là. Donc, chaque année, votre prestation du RPC s'ajuste pour les nouvelles prestations après retraite accumulées. Les prestations après retraite vous permettent d'augmenter votre revenu du RPC en même temps que vous recevez votre rente. Et ça peut effectuer votre rente éligibilité aux autres programmes tels que la sécurité de vieillesse et le supplément de revenu garanti. On va regarder ces deux autres programmes-là bientôt. Les prestations après retraite ne peuvent pas être fractionnées, partagées par un ancien conjoint ou être partagées avec votre conjoint actuel. Donc, les cotisations au RPC avant et après la retraite sont égales et sont de 5,25 % en 2020. La bonification du régime de pension du Canada est en vigueur depuis janvier 2019 et c'est conçu pour remplacer 33,3 % de vos gains au lieu de 25 % du revenu à la retraite. Donc, originalement, le RPC, le but du RPC, c'était de remplacer à peu près 25 % du revenu à la retraite. Mais maintenant, ça augmente tranquillement. Là. Ils ont fait un programme de bonification. Donc, le but, ça va être de remplacer 33,3 % au lieu de 25 % à la retraite. Donc, les cotisations vont augmenter de 4,95 % à 5,95 %
entre 2019 et 2025. Donc, c'est très graduel, là. Donc, en 2020, les cotisations ont augmenté à 5,25 % et en 2021, ça va augmenter à 5,45 % les cotisations au RPC. Donc, le MGAP, comme on a dit, ça, c'était établi par le gouvernement pour le RPC à ce moment-là. Donc, le MGAP va augmenter à 82 700 par l'année 2025, donc environ 14 % d'augmentation d'ici là. Il n'y a aucun impact pour ceux qui sont retraités avant 2019 et c'est un impact minimal pour ceux qui ont plus de 50 ans, là. Il y a une clause pour élever des enfants. Donc, si votre revenu était nul ou était bas parce que vous éleviez des enfants de moins de 7 ans, à ce moment-là, ces périodes-là peuvent être exclues de la période utilisée pour calculer votre prestation du RPC. Et à ce moment-là, si on exclut ces périodes-là, ça peut augmenter votre prestation du RPC. Donc, ça, c'est une clause, il faut appliquer pour cette clause-là. Donc, quand vous allez faire votre demande de prestation au RPC, c'est là que vous devez appliquer. Donc, juste garder ça en tête, là, voir si cette situation-là s'applique à vous et faire la demande quand vous allez appliquer pour votre prestation du RPC, là. Donc ici, à n'importe quel moment, vous pouvez consulter votre relevé de cotisation avec le RPC. Vous pouvez accéder au relevé sur le site web Mon Service Canada. Donc ici, on a mis le lien là, pour aller au site. Si c'est votre première fois, vous aurez quelques étapes. Donc, ouvrir un compte, une demande de code d'accès, ainsi de suite. Mais vous avez juste à faire ça une fois. Après, vous allez être établi, là, vous allez pouvoir accéder à ça n'importe quand. Donc, vous pourriez aller voir quand vous avez une chance, là, aller sur Mon Service Canada. Il y a le site web là, demander un code d'accès personnel. Ça peut prendre 5 à 10 jours ouvrables pour recevoir ça. Et ça va vous prendre votre numéro d'assurance sociale, votre date de naissance et votre nom de jeune fille de votre mère. Et puis, lorsque vous recevez votre code d'accès personnel, vous pouvez accéder au site web indiqué ici, là, au numéro 3. Et connectez-vous à votre compte et créez une clé GC. Donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir accéder à votre relevé, là. Donc, après ça, on a la sécurité de vieillesse. Donc, on a appelé ça SV. En anglais, c'est Old Age Security, donc OAS. Il y en a beaucoup qui parlent de OAS. Donc, ça, c'est assujetti aux impôts. Et c'est un minimum de 10 ans de résidence au Canada après l'âge de 18 ans pour être éligible à la sécurité de vieillesse. C'est disponible dès l'âge de 65 ans et ça peut être différé jusqu'à 5 ans. Si vous différez ça, donc vous décidez d'attendre avant de commencer, à ce moment-là, il y a une augmentation de la prestation de 0,6 % par mois que vous différez ça. Donc, si vous commencez ça pas tout de suite, ça va augmenter, là. Mais c'est ça. Donc, un des critères pour être éligible pour la sécurité de vieillesse, c'est d'avoir au moins 10 ans de résidence au Canada après l'âge de 18 ans. Donc, juste vérifier tout ça. Donc, le maximum prestation mensuelle pour la sécurité de vieillesse, c'est de 614 $. Et puis, il y a une récupération de sécurité de vieillesse ici. Ça explique un petit peu. Donc, les retraités qui ont un revenu élevé remboursent une partie ou la totalité de leur prestation de la sécurité de vieillesse. Donc, les montants à rembourser sont normalement déduits de vos paiements mensuels avant d'être versés. Et c'est basé sur la différence entre votre revenu net et le montant seuil de l'année. Donc, pour 2019, c'était 70 580. Vous devez rembourser 15 % de la différence. Donc, ici, on a un exemple. Si votre revenu net en 2019 était de 80 000 $, votre remboursement serait de 15 % de la différence
entre votre 80 000 et le seuil de l'année qui était 77 580. Donc, la différence est de 2 420 fois les 15 donc 363 Donc, vous auriez à rembourser 363 entre juillet 2019 et juin 2020. Et la pension complète de la sécurité de vieillesse est éliminée lorsque le revenu net est de 128 137 ou plus. Donc, à ce moment-là, vous n'en recevez pas. Donc ici, c'est un petit exemple de la limite. Donc, le maximum sécurité de vieillesse, c'est 613,53 par mois ou 7 362 par année. Et il y a une récupération si le revenu net de 2019 pour un individu est plus de 77 580. Donc, la limite semble assez élevée et vous pensez peut-être que ça ne s'applique pas à vous. Mais le remboursement, ça dépend des revenus dans l'année fiscale. Donc, si vous vendez une deuxième propriété ou que vous retirez des fonds d'un compte de retraite enregistré quelconque, tous ces fonds-là sont taxés. Donc, on recommande de consulter avec un spécialiste des taxes pour savoir si votre situation s'applique ici, là. Donc, un comptable ou quelqu'un comme ça, juste pour voir, pour être certain que si ça s'applique ou non, non. Il y a aussi le supplément de revenu de garantie, donc le SRG. Celui-là, les prestations sont non imposables pour les aînés. Donc, il n'y a pas d'impôts qui sont payés là-dessus. C'est conçu comme un ajout à la sécurité de vieillesse et ça offre également d'autres avantages comme l'assurance médicaments. Donc, pour qualifier pour le supplément de revenu garanti, il faut recevoir des prestations de sécurité de vieillesse et rencontrer un des critères suivants. Donc, les critères d'admissibilité sont, si vous êtes célibataire, 18 408 $. Si vous êtes en couple avec une personne qui ne reçoit pas la sécurité de vieillesse, à ce moment-là, c'est 44 112 $. Et si vous êtes en couple et que vous recevez la sécurité de vieillesse tous les deux, le revenu de l'année précédente doit être inférieur à 24 336 $. Donc, ça, c'est les critères pour recevoir le supplément de revenu garanti à ce moment-là. Donc, le maximum des prestations mensuelles pour un célibataire, c'était 916 $. Donc, ça, c'était les sources de revenus pour la retraite, là, autres que votre régime de pension de votre employeur. Donc, ce n'est pas juste votre régime d'employé, pardon, le régime de retraite que vous avez ici, ça ne va être pas votre seule source de revenus, mais ça va être probablement la source principale de votre revenu à la retraite. Comme on a dit, le CPP ou le RPC, le but de ça, ça va être de remplacer entre 25 et 33 % de votre revenu courant, de votre revenu avant la retraite. Donc, le reste, là, ça va être avec votre employeur ou d'autres comptes d'épargne que vous avez peut-être. Donc, on va regarder ici comment planifier pour la retraite. Donc, combien on doit épargner, en fait, pour la retraite? Donc, certains d'entre vous avaient peut-être déjà entendu de la règle de 70 %. Donc, la règle de 70, ça dit que à la retraite, vous aurez besoin d'à peu près 70 % des gains que vous avez présentement avant la retraite. Donc, pour avoir la même qualité de vie, si on veut, là. Donc, ça va vous prendre à peu près seulement 70 % de vos revenus avant la retraite pour avoir la même qualité de vie après la retraite. Mais ça, ce n'est pas toujours le cas. Donc, ce n'est pas toujours aussi simple que ça parce que chaque personne a une situation différente. Donc, par exemple, pour quelqu'un qui n'a pas d'enfant et qui a un conjoint qui va aussi recevoir une pension gouvernementale, à ce moment-là, c'est peut-être pas nécessaire pour cette personne-là d'atteindre le 70 %. Peut-être qu'ils n'auront pas besoin de ce 70 %-là. Par contre, une personne célibataire qui a des enfants à l'université, peut-être que cette personne-là va vouloir avoir plus que 70 % de leur gain courant là,
après la retraite. Donc, ça dépend de chacun. Ce n'est pas une règle qui s'applique à tout le monde. Donc, ici, on a une petite image. C'est crédité à Bonnie Jeanne McDonald, Lars Osberg et Kevin Moore dans un article qui est cité là. Et c'est sur le ratio de remplacement du niveau de vie. Donc, à ce moment-là, on a les revenus nets à la retraite, complètement à gauche, divisé par le revenu moins toutes les dépenses. Et ça va vous donner le taux de remplacement du niveau de vie, là. Donc, ça, c'est une petite image. Donc, c'est important de ne pas penser seulement au revenu brut avant et après la retraite, mais il faut penser au revenu net, donc le revenu après toutes les dépenses, là. Donc, pensez à toutes vos dépenses et ce que vous avez avant la retraite et ce que vous allez peut-être avoir après la retraite. Donc, les taxes, évidemment, vous aurez toujours des taxes à payer, mais lorsque vous travaillez, des fois, les taxes sont un petit peu plus élevées, là. Si vous avez des prêts, donc si vous avez presque fini de payer vos prêts, c'est une dépense de moins que vous allez avoir à ce moment-là. Les frais d'enfants, donc les nourrir, les loger, l'université, les dépenses d'école et tout ça, ça va continuer. Les dépenses d'emploi, donc souvent, il faut conduire à l'ouvrage, il faut acheter des vêtements, payer le stationnement. Donc, ça, c'est toutes des choses que vous n'aurez pas à faire durant la retraite. Donc, ça va être une dépense de moins à ce moment-là. L'épargne retraite, donc lorsque vous travaillez, vous accumulez vos épargnes de retraite, comme le RPC, votre régime de retraite ici avec votre employeur. Et c'est un gros pourcentage de vos revenus là, qui va à ces épargnes-là. Mais après la retraite, vous commencez à décumuler votre épargne retraite. Donc, vous commencez à l'utiliser, si on veut. Donc, ça, c'est une dépense de moins aussi, là. Donc, c'est important de regarder non seulement le revenu, donc votre salaire, mais c'est important aussi de comparer avec les dépenses que vous avez aujourd'hui et les dépenses que vous aurez après la retraite, parce que ça va changer un petit peu, là. Donc, ici, on a un petit exemple. Donc, mettons les revenus. Le revenu, mettons, avant la retraite était de 25 000 mais on enlève les 3 000 en taxes, 6 000 en prêts, 2 000 de frais d'enfant, 1 000 de dépenses d'emploi, 2 000 d'épargne retraite. Donc, à ce moment-là, si on fait les revenus nets à la retraite de 15 000 divisé par les 25 000 moins toutes ces dépenses-là, ça fait un taux de remplacement de 136 à ce moment-là. Donc, c'est important lorsque vous vous préparez pour la retraite de ne pas penser seulement aux revenus que vous allez recevoir à la retraite, mais aussi les dépenses là, que vous aurez qui vont réduire là, de vos dépenses que vous avez aujourd'hui, là. Donc, ici, on a les revenus à la retraite. Il y a les régimes du gouvernement, les régimes de retraite de votre employeur et les régimes d'épargne personnelle à ce moment-là. Donc, quand on parle de revenus de retraite, on parle souvent de ces trois sources majeures-là. Donc, les programmes du gouvernement, comme on a vu, il y avait le RPC, donc le Régime du Canada, la sécurité de vieillesse, le supplément de revenu garanti, et il y a aussi l'allocation au conjoint. Donc, pour les régimes de retraite par année, donc vous avez votre régime de votre employeur, donc vous cotisez et votre employeur cotise au même rythme. Vous avez un REER collectif aussi auquel vous faites cotiser et un CELI aussi, donc un compte d'épargne libre d'impôt. Et ensuite, vous avez aussi vos épargnes personnelles. Donc, vous avez peut-être un REER individuel, vous avez peut-être un autre régime qui n'est pas enregistré, vous avez peut-être un CELI individuel, des investissements, peut-être des propriétés. Donc, ça tient tout, ça va tout tenir en compte là, pour vos sources de revenus à la retraite. Il faut tout considérer ça ensemble, là.
Donc, il y a une petite calculatrice pour vous aider pour mieux comprendre si vos revenus vont satisfaire votre budget mensuel. La calculatrice de revenus de retraite canadienne. Donc, c'est un outil en ligne qui vous fournit des renseignements sur votre revenu de retraite, y compris la pension de sécurité de vieillesse et le régime de pension du Canada. Ça comprend une série de modules pour estimer votre revenu de retraite et vous permet de le comparer à vos ententes. Donc, qu'est-ce que vous pensez que vous avez besoin et qu'est-ce que la calculatrice dit que vous aurez sans doute besoin, là. Elle vous permet également d'effectuer des projections démontrant l'impact d'un changement dans votre comportement d'épargne et de dépenses. Et elle vous aide à comprendre comment chaque source de revenus contribue à votre sécurité financière future. Donc, c'est un outil intéressant. Donc, pour mieux profiter de la calculatrice, vous devriez avoir accès à la déclaration du cotisant du RPC. Vous pouvez checker ça sur le site là, de Revenu Canada. L'information financière de votre régime de retraite employeur. Donc, vous pouvez retrouver ça avec votre employeur. Relevé de vos REER, donc le cas échéant, si vous en avez. Les relevés d'autres sources qui fourniront des revenus à la retraite mensuelle. Donc, comme on a parlé des rentes de pensions étrangères, des pensions de bénéficiaires et ainsi de suite. Et utiliser tout ça pour la calculatrice, là. Donc, finalement, on a inclus des exemples ici de listes de contrôle pour vous aider à préparer votre retraite. Donc, on va regarder ça ici. Entre 3 à 5 ans avant de prendre votre retraite, on vous encourage à examiner vos arrangements d'épargne retraite. Donc, les régimes de retraite avec d'autres employeurs, par exemple, tout ce que vous avez comme ça. Considérez faire des cotisations supplémentaires à votre REER si vous avez encore de l'espace disponible. Cotiser à un CELI. Réévaluer vos besoins et vos dépenses, comme on a discuté tout à l'heure. Estimer vos frais de subsistance. Évaluer vos propriétés et vos dettes majeures. Estimer votre revenu de retraite. Et faire des achats importants qui vont être nécessaires là, pour la retraite. Donc, ça, c'est dans les 3 à 5 ans avant la retraite. Ensuite, on va regarder qu'est-ce qu'il faut faire dans l'année avant la retraite, donc 1 an. Vérifier vos échéanciers de revenus de retraite. Donc, s'il faut répondre ou appliquer avant telle date ou telle chose comme ça. Examiner et mettre à jour vos estimations de dépenses de retraite. Examiner votre revenu de retraite estimé. Examiner vos besoins en assurance et mettre à jour les documents juridiques à ce moment-là. Donc, assurez-vous de bien comprendre vos prestations de retraite. Considérez si ce serait mieux de différer le commencement de certains revenus gouvernementaux à ce moment-là. Comme on a discuté tout à l'heure, des fois, si vous différez commencer vos pensions du gouvernement, à ce moment-là, ils vont en fait appliquer une augmentation. Donc, c'est important de voir si c'est quelque chose que vous pouvez considérer faire. Les besoins d'assurance, il faut examiner ça parce que des fois, vous pouvez réduire votre assurance vie ou d'habitation ou peut-être changer votre assurance médicale ou dentale. Vos assurances auto vont probablement diminuer. Donc, toutes ces choses-là, c'est important de voir pour réduire vos dépenses à ce moment-là. Et puis, mettre à jour les documents juridiques, en fait, c'est comme, avez-vous un testament? Est-ce qu'il est à jour? C'est important de bien planifier votre succession, là, donc de voir tout ça avec un professionnel, c'est recommandé, là. Ici, on parle de 6 mois avant la retraite, donc ça s'en vient, là. Donc, mettez à jour l'information sur vos bénéficiaires, comme on a discuté tout à l'heure. Ça irait aussi pour le conjoint. Préparez vos documents de preuve d'âge. Donc, assurez-vous que vous avez votre certificat de naissance et celui de votre conjoint si vous en avez un. Faites les demandes pour les pensions du gouvernement. Des fois, ça peut prendre jusqu'à 6 mois, ces pensions-là. Donc, si c'est quelque chose que vous allez avoir besoin dès que vous vous retirez, c'est important de commencer à planifier ça à l'avance, à faire les demandes.
Faites la demande pour vos prestations de retraite auprès de votre employeur. Donc, si vous faites la demande d'avance, ils vont pouvoir vous envoyer un paquet qui va décrire toutes les options disponibles. Et à ce moment-là, ça va vous laisser le temps de consulter avec votre conjoint, votre famille, peut-être voir un conseiller financier ou un comptable pour voir quelle option serait la plus appropriée pour vous et votre situation là. Et ensuite, recherchez des informations sur les programmes et les rabais pour les personnes aînées dans votre région. Donc, des fois, il y a des rabais, certaines journées, certaines heures là, pour les aînés. Ça peut vous aider à sauver des sous durant la retraite aussi, si vous faites des recherches là-dessus en avance, là. Donc, ici, c'est votre site web du membre du régime. Donc, vous avez accès à ce site web-là et vous allez y trouver les relevés financiers du régime. Le texte du régime officiel est là et le guide de l'employé, c'est comme un sommaire, là, si on veut, des règles du régime pour vous. Donc, vous pouvez aller consulter ça à tout moment. Et à ce moment-là, c'est la fin de la présentation que j'ai pour vous aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez trouvé ça utile. Et je vous inviterai maintenant, si vous avez des questions, à allumer votre microphone et ou votre caméra comme vous voulez et à poser vos questions. Et vous pouvez toujours contacter Morneau Chapelle directement là, si vous avez des questions spécifiques à votre situation à vous. Mais aujourd'hui, ce seraient des questions sur la présentation en général, sur comment le régime fonctionne. Je suis disponible pour répondre à tout ça là, si vous avez des questions là-dessus. Amanda, j'ai juste une question. Oui. Tu avais parlé du 60% au conjoint. Oui. C'est garanti pour 5 ans si je décède. Je n'ai pas vraiment compris ça. Je pensais que c'était qu'il y avait 60% de mon régime jusqu'à la fin de sa vie. Mais c'est juste pour 5 ans? Non, en fait, ça, c'est deux choses différentes. Donc, la période de garantie de 5 ans, c'est une option pour quelqu'un qui n'a pas de conjoint. Donc, à ce moment-là, c'est une période garantie de 5 ans qui irait aux bénéficiaires. Donc, pour le reste des 5 ans, si vous décédez avant que les 5 ans finissent. Le 60 %, c'est une option pour quelqu'un qui a un conjoint. Donc, à ce moment-là, ce serait 60 % qui irait à votre conjoint pour le reste de leur vie. Donc, vous avez raison, là, c'est en fait le 5 ans. Les périodes de garantie, c'est les options pour les personnes qui n'ont pas de conjoint au dossier, là. OK, parfait. Merci. Plaisir. Puis, j'ai juste une autre question. Oui. Je veux juste m'assurer, ma pension, elle ne change pas même quand je reçois mon CPP comme plus tard, là. Ma pension reste pareille tout au long. Exactement. Donc, quand vous allez vous retirer, vous allez recevoir votre papier qui décrit toutes vos options et il va avoir tous les montants là-dessus. Et dépendamment que l'option que vous choisissez, là, ça va être ce montant-là que vous allez recevoir. Et ça ne changera pas dépendamment de vos pensions du gouvernement ou quand est-ce que vous voulez commencer ou quoi que ce soit, là. Toute votre pension que vous recevez de ce régime-ci dépend du choix que vous faites là, quand vous allez vous retirer. OK, parfait. Merci. Plaisir. Je voulais juste faire un petit commentaire, Amanda, si tu me permets, juste au bénéfice du groupe. Moi-même, je ne suis pas membre de ce régime-là, mais une petite note que j'ai prise, c'était de rappeler les gens de valider qui sont les bénéficiaires. Je sais que souvent, des gens prennent ça par acquis, qui assument des choses. Okay. Et puis, ce serait extrêmement important de valider parce qu'au cours des 5, 10, 15, 20 dernières années, depuis le temps que vous êtes inscrit au régime, ça se peut qu'il y ait eu des changements significatifs de votre vie. Et puis, si vous voulez assurer que vos intentions soient respectées, ce serait important de valider ça. Puis, encore une fois, ce serait de communiquer avec Morneau Chapelle pour ça. Oui, effectivement. Très bon point. Merci beaucoup. Je ne suis pas certain si je juge par le silence. Je vois qu'Anita a mis un commentaire que c'était clair pour elle.
Puis, Monique a posé ses questions. Je vois que Donna est encore branchée. Donc, s'il y en a d'autres qui ont des questions, bien sûr, ils pourront rester et te les poser. Mais au cas où, moi, je voulais te remercier, Amanda, pour la session, pour les informations. C'était très bien expliqué, très clair. Et puis, surtout, on répond à la question à Monique à la fin. Pour moi aussi, ça va clarifier une petite question que j'aurais eue. Ça fait, je te remercie de la précision. Puis, au nom du CSAP et des membres, je te remercie d'avoir pris le temps de nous présenter ça ce soir. Merci, merci de m'avoir invité. Merci d'avoir pris le temps de participer, tout le monde. J'apprécie. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite tous une bonne soirée. Et puis, n'hésitez pas à contacter mon chapelle si vous avez des questions là, qui vous surviennent plus tard. Là. Bruce, vous êtes toujours là? Oui, je me demandais si tu voulais arrêter l'enregistrement, puis je vais juste te donner une petite information. Parfait.